Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour une heure pour ce 17e webinaire du réseau Rappel, qui traitera aujourd'hui d'un sujet dont on entend de plus en plus parler, mais sur lequel on a encore parfois du mal à travailler. Donc un projet qui lie en fait les questions liées à la santé et les questions liées à la lutte contre la précarité énergétique, et qui est porté par le CREAC, dont Nathalie Duvilla est ici la digne représentante en tant que chef de projet sur la précarité énergétique, et le pavillon de la mutualité. Donc la présentation va durer une demi-heure en gros, plus ou moins. Et puis ensuite, il y aura une demi-heure de questions-réponses. On vous invite à poser vos questions par écrit dans le petit onglet conversation où vous nous avez dit bonjour. Sachant que Nathalie, pendant ta présentation, tu t'occupes pas de cet onglet-là. Nous, on va compiler les questions pendant que tu parles, et puis à la fin, on les retransmettra, on essaiera de les trier et de les classer par thématique pour qu'il y ait une forme de logique dans le déroulé des questionnements. Voilà, donc la réunion est enregistrée, elle sera mise en ligne sur le site du réseau Rappel cet après-midi s'il n'y a pas de couac, ou lundi si jamais il y a des petits montages à faire. Si jamais Nathalie, tu as un problème de connexion, ben, pas de panique, tu te reconnectes tranquillement, tu remets ton micro, faut pas oublier, et puis nous on t'attend sagement, voilà, ça prend une minute et ça arrive des fois, mais c'est pas dramatique. Voilà, je Marche. crois que j'ai tout dit. Donc je vais te laisser la parole et enlever ma tête de l'écran pendant que tu causes. Bonne présentation. Merci Marie. Alors bonjour à tout le monde. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Bon, je pars du principe que oui. Donc effectivement, je vais vous parler de l'action quand le logement rend malade. Super. Qui est une action qu'on a mise en place justement suite à un webinaire d'il y a 2 ans où pour la xème fois j'entendais parler des conseils médicaux en environnement intérieur. Et je m'étais dit qu'il était temps peut-être qu'on travaille sur la précarité énergétique et le volet santé. Et je suis allée à la rencontre de ce service-là et il en est sorti l'action que je vais vous présenter. Donc, en préambule, je travaille au CREAC et nous, on a plutôt le volet énergie, le volet logement, le volet consommation, donc je ne serai pas à même de répondre à toutes les questions sur le volet plus santé. Le pavillon mutualité n'a pas pu être présent ce matin, donc vous n'aurez qu'un seul des deux opérateurs. Donc le conseil médical en environnement intérieur, il est porté en Gironde, même sur une grande partie de la petite Aquitaine, comme on l'appelle encore ici, par le pavillon de la mutualité. Et le conseil médical en environnement intérieur, c'est un conseil qui existe chez nous depuis 2013 et qui a pour objet de travailler sur l'action santé. Attendez, je suis un petit peu perdue avec. Voilà. Sur l'action santé. Et l'idée, c'est que des médecins peuvent orienter vers la conseillère, chez nous c'est une femme, vers la conseillère médicale en environnement intérieur que j'appellerai désormais CMEI pour être plus rapide. Donc des médecins sont à même d'orienter vers la CMEI des patients lorsqu'ils soupçonnent que ces patients ont des pathologies aggravées à cause de l'état de leur environnement proche. Donc ça peut toucher le logement, mais ça peut toucher aussi l'environnement proche du logement. C'est pas forcément l'intérieur du logement. Ça peut être parce que des patients sont à proximité d'une décharge, d'une autoroute, enfin voilà. Et comme les médecins ne se déplacent pas à domicile, eh ben ils ont la possibilité d'orienter vers cette conseillère. Voilà. Ah oui, pardon, à chaque fois je tape sur les mauvaises. Voilà, j'y suis. La conseillère sur notre territoire, elle fait plus de 500 visites par an, donc c'est très fortement sollicité. Voilà, donc autant vous dire qu'elle a beaucoup de travail. De notre côté, nous, le CREAC, donc comme je le disais, on a plutôt une action ciblée autour du logement et des consommations d'énergie et d'eau dans le logement. On est espace info énergie, espace info économie d'eau. Alors les espaces info énergie, c'est national. Économie d'eau, c'est propre à la Gironde. On a un gros volet lutte contre la précarité énergétique et ma casquette aujourd'hui. Et nous avons d'autres volets études, éducation, environnement et qui ne nous concernent pas aujourd'hui. L'action en elle-même, et ben, quand on est allé à la rencontre l'un de l'autre, le CREAC et le pavillon de la mutualité, on a échangé chacun sur nos deux approches et on s'est rendu compte qu'on partageait des constats. Pour le pavillon de la mutualité, ils constataient qu'il y avait une augmentation du nombre de pathologies respiratoires sur le territoire.
Ils ont constaté que 73% des logements qu'ils étaient amenés à visiter présentaient une contamination fongique, donc c'est assez important. Et elle a fait le constat, Virginie, notre conseillère, qu'il y avait effectivement de fait un lien étroit entre l'environnement intérieur notamment, donc l'intérieur du logement, la qualité du bâti et les habitudes de vie. Tout cela pouvait impacter fortement sur le volet santé. De notre côté, nous sommes partis du principe, là ça va être plus votre partie, on a plutôt des acteurs de la lutte contre la précarité énergétique ce matin, donc oui, je ne m'en occupe pas. Donc que les trois facteurs qui liaient la santé et la précarité énergétique, c'était clairement la qualité de l'air intérieur, le froid et l'inconfort général du logement. Que ça, c'est un retour d'expérience de nos visites. Nous, Créac, on a visité plus de 300-400 logements ces 3 dernières années. Que 50% des logements que nous on visitait et présentaient des signes d'humidité, voire de moisissure. On a eu des interdictions d'habiter parce qu'il y avait péril immédiat pour les habitants. Et que ça, c'est un chiffre national, 22% de la population est en précarité énergétique. Au national, on a la chance de n'avoir que 11% de ménages en précarité énergétique en Gironde, mais notre action, elle intervient aussi sur d'autres départements, notamment Dordogne, Lot-et-Garonne, où là, on est sur des départements où le taux de précarité énergétique dépasse les 30%. Voilà, donc il y avait quand même un fort enjeu à mener cette action et on voulait voir s'il y avait des conclusions différentes que quand on menait nos visites SLIM sans le volet santé. On voulait savoir aussi s'il y avait d'autres actions qui, voilà, si la complémentarité de nos deux interventions rajoutait quelque chose à la lutte contre la précarité énergétique. Et voilà l'action qui commence à poindre son bout du nez. L'objectif concret, c'était d'accompagner en phase expérimentale 25 à 30 familles qui étaient donc d'abord connues de la conseillère, puisque les médecins faisaient leur orientation. On avait mis en place des indicateurs, parce qu'elle n'est pas spécialisée sur la précarité énergétique, ça n'est pas du tout sa spécialité ni sa porte d'entrée. Elle va aussi bien dans des châteaux que chez des ménages où il y a du mal logement avéré. Donc nous, on lui a apporté cette connaissance-là, on a échangé avec elle, on a travaillé, on a mis en place des indicateurs qui ont fait qu'elle a pu repérer ou suspecter de la précarité énergétique. Dans ces cas-là, elle proposait une visite à domicile que je vais un petit peu détailler derrière. On a pu faire ce projet grâce à des financeurs, bien évidemment, donc notamment la Fondation Abbé Pierre et l'ADAME Aquitaine, qui avant même, dès le début de l'action, quand on leur en a parlé, on dit allez-y. On a ensuite, quand l'action a été un peu plus construite, que la méthodologie avait été élaborée, on est allé à la rencontre de la DREAL et de la CARSAT qui ont également dit allez-y, on vous soutient. Ah oui, pardon, j'ai toujours pas. Voilà. Hop, c'est là que je change. Voilà. La méthodologie, pour ceux qui connaissent les slims, vous allez voir que nous, le CREAC, on est vraiment en démarche slim pure et dure. Donc la conseillère, c'est la première intervenante. Et donc, comme je le dis depuis tout à l'heure, c'est vraiment uniquement sur prescription médicale. Les médecins concernés, ça peut être, alors c'est en général plutôt des allergologues, des pneumologues, des pédiatres, mais ça peut aussi être des médecins généralistes. Voilà, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas il y a pas de, tous les médecins peuvent faire des orientations vers la conseillère. Qui déclenche du coup une visite au domicile, qui elle fait son travail de conseillère médicale en environnement intérieur, c'est-à-dire avec toute une batterie de prélèvements qui sont ensuite envoyés en laboratoire pour une analyse. Quand elle détecte de la précarité énergétique, donc soit parce que elle se rend compte visuellement que l'état du bâti est très dégradé, que par ailleurs elle soupçonne des faibles ressources ou des ressources plutôt basses du ménage, parce que c'est pas une question quels étaient les revenus du ménage. Donc là, on n'a pas demandé directement de demander combien gagnaient les ménages. On est resté sur, on n'a pas quantifié, mais c'était à elle d'évaluer si elle était plutôt chez des personnes aisées ou pas des personnes aisées. Et ensuite, si elle voyait aussi des chauffages d'appoint, c'était un indicateur. Si les gens étaient à la CMU, c'était un indicateur. Donc, voilà, on avait mis en place plusieurs faisceaux d'indicateurs parce qu'on ne voulait pas faire rentrer les gens dans des cases, mais on voulait vraiment on sait très bien que la précarité énergétique, ça n'existe pas, ce sont les précarités énergétiques. Donc, il fallait qu'on arrive un petit peu à toucher tout ce monde-là.
Voilà. Donc, quand elle soupçonnait précarité énergétique, elle proposait une orientation vers le CREAC qui a été acceptée à chaque fois par tous les patients à qui elle l'a proposé. Et de son côté, donc elle faisait l'orientation vers nous et en parallèle, elle rédigeait son compte rendu qui était pour, dans son cas, elle, envoyé bien évidemment aux bénéficiaires, aux patients et également aux médecins. On prenait nous ensuite le relais auprès du ménage. Donc on faisait une visite sociotechnique au domicile. Comme je disais, c'était en démarche SLIM, donc avec une analyse des consommations, de l'usage du logement, de la performance du bâti, des équipements de chauffage, des équipements domestiques. On apportait un kit et on accompagnait l'installation d'un kit économie d'eau, économie d'énergie. Et on faisait le lien avec les travailleurs sociaux s'il y avait besoin quand les personnes étaient suivies par des travailleurs sociaux. Suite à notre visite, on faisait également un compte rendu qui était plus tourné bâti, plus technique. Et difficile de pas être voilà, de pas voir vos questions et de pas y répondre tout de suite. Et bien évidemment, ensuite il y a tout l'accompagnement aux préconisations. Voilà. Ensuite il y a un suivi qui est fait par les deux structures. On s'est posé la question, est-ce qu'on ne pourrait pas faire le même suivi pour ne pas solliciter trop de fois la famille? Mais on s'est rendu compte que non, parce qu'on avait des portes d'entrée tellement différentes et que surtout nous n'étions pas sur la même que nous n'étions pas sur la même temporalité. Donc on a fait nos deux suivis. Elle à quelques semaines, nous à alors, nous, on en fait deux. On en fait un à très court terme pour savoir si la personne a reçu le compte rendu. Elle en fait un moyen terme à quelques semaines qui peut représenter 3 à 6 mois. Et nous, on y revient au bout de 9 mois, voire plus, quand on sait qu'il y avait des travaux qui avaient été envisagés. On rappelle plusieurs mois après pour voir où en sont ces travaux, puisqu'on sait que cette partie-là est assez longue. Ouais. Ah, voilà. Pour illustrer un exemple d'une situation, donc bon, une photo voilà, que ceux qui vont à domicile ont certainement l'habitude de voir. Donc là, c'est le cas d'une personne qui réside en Gironde, qui avait comme pathologie de l'asthme et de la rhinite, et qui avait, donc c'était elle la patiente, même s'il y avait en plus dans le logement deux autres enfants de 5 et 17 ans qui eux aussi souffraient de pathologies respiratoires. Un logement, donc elle était locataire dans le parc public d'une maison mitoyenne en zone rurale, donc logement pas spécialement isolé, même s'il est de 90 de mémoire, double vitrage, VMC, voilà, mais pas spécialement de travaux a priori faits depuis la construction. Alors c'est là où moi je ne vais faire que lire les conclusions de la conseillère, car là on n'est absolument pas sur mon terrain de mon domaine de compétences. Donc les conclusions, les analyses qui ont été faites par la conseillère ont montré qu'il y avait une importante contamination fongique. J'ai vu que la question a été posée, qu'il y en avait dans toutes les pièces et plus particulièrement dans la chambre et dans la cuisine. Ensuite, il y avait une présence de moisissures, donc je ne dirai pas le nom car je ne sais pas la prononcer. Donc il y avait la présence d'une moisissure qui peut entraîner des complications respiratoires. Donc je rappelle que c'était d'ailleurs la pathologie pour laquelle le médecin avait fait l'alerte, l'orientation. Et cette moisissure confirmait enfin voilà, ou indiquait qu'il y avait des infiltrations d'eau dans le logement depuis pas mal de temps. Les conclusions et les préconisations qu'elle a pu faire, c'est un résumé parce qu'elles sont en réalité plus complètes que ça. C'est un travail sur l'aération, sur les systèmes de ventilation, donc tout ce qui est renouvellement d'air, avec des mesures d'éviction directement voilà, qui concernaient plus spécifiquement la chambre, notamment la literie, traitement des moisissures bien évidemment. Le médecin était informé de l'état de mal logement et de ce côté insalubre du logement et orientation directement vers le CREAC. Nous, on a fait notre visite. On s'est rendu compte qu'effectivement, on était dans une situation de précarité énergétique avec des revenus modestes qui étaient confirmés par la mise en place du TPN et TSS, tarif première nécessité, tarif spécial de solidarité. Un taux d'effort qui certes est inférieur aux 10% dont on parle souvent, mais on était dans une situation de restriction de privation, que ce soit aussi bien sur l'énergie, qui nous concerne directement, que sur l'eau, puisqu'on travaille nous de toute façon toujours sur les deux fluides. Donc comme je vous le disais, un logement des années 90, certes qui est mieux isolé que les logements les plus anciens, mais pour lesquels il n'y avait pas eu de travaux de rénovation depuis les 20-30 ans
dernier. Ça n'impacte pas sur la performance du bâti, mais on s'est rendu compte que les locataires étaient rentrés après 2007 et que pour autant ils n'avaient pas été, on ne leur avait pas remis le DPE et qu'effectivement il y avait eu des dégâts des eaux, que ce soit en toiture ou avec des fissures au niveau des planchers et des murs. On a fait le même constat d'humidité et de moisissure que ceux de Virginie. Là, on revenait bien évidemment sur les mêmes constats visuels. Chaque fois, je me trompe sur la manipulation. Là, voilà. Donc, on a également fait les mêmes préconisations sur tout ce qui a été renouvellement d'air. L'idée, c'était de compléter les préconisations faites par la conseillère. Il y avait un aquarium assez énorme, donc émission encore plus d'humidité dans le logement, donc sans leur dire de jeter leurs poissons, on leur a expliqué, là il y a marqué suppression, mais en réalité on leur a expliqué l'impact que pouvait avoir leur aquarium sur le taux d'humidité de leur logement, et du coup comme c'était la problématique du logement et donc des patients derrière, des occupants derrière, voilà, on leur a expliqué un petit peu toute la chaîne. Vous voyez que j'ai sauté une ligne entre les préconisations parce que celle du dessous concerne plutôt le propriétaire qui a été contacté. Donc les préconisations, c'était remplacer l'isolation de toiture, traiter bien évidemment les problèmes de bâti et avec tous les qui sont concernés par tous les derniers points. Et qu'en est-il aujourd'hui pour cette personne? Elle-même, elle a été relogée toujours par le même bailleur. Donc d'un point de vue santé, elle a été sortie de ce logement qui était dégradant pour sa santé. Donc elle-même, elle va mieux. Et côté bâti, parce qu'on ne s'arrête pas, enfin, voilà, quand un relogement a été fait, ça n'est pas pour autant que la situation elle est finie. Le logement est toujours dans le même état. Donc nous, l'action, elle vise bien les deux volets. Donc la personne est sortie du logement, mais le logement, il y a d'autres personnes qui vont y revenir. Donc l'idée est de continuer avec le bailleur. Donc des travaux ont été engagés dans ce logement. La fuite d'eau a été réparée. Il y avait effectivement un problème d'évacuation. Il y a eu un séchage du sol et des murs, un nettoyage des moisissures. Globalement, le logement a été remis en état et avec une réfection de la toiture aussi, que ce soit au niveau de l'étanchéité et de l'isolation. Et il est envisagé des travaux aussi au niveau de la terrasse. Non, il n'y avait pas d'impayé de loyer. Ah oui, je n'y arriverai pas avec cette manipulation. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Et pour aller assez vite, je vais maintenant vous parler de vous donner quelques données chiffrées. Je le redis, c'est une expérimentation sur 30 situations. Hein, ça reste très, enfin voilà, nous sommes à la fois, enfin, nous sommes très modestes sur notre action. Donc, on a bien accompagné les 30 situations avec des patients qui étaient plutôt en Gironde, mais vous voyez qu'on est allé sur d'autres départements avec des patients dont l'âge allait de 1 à 77 ans, puisque les orientations étaient bien faites sur les patients et non pas sur les chefs de famille. Avec des occupants qui étaient plutôt locataires, puisqu'on avait seulement 20% du propriétaire occupant. Et parmi les 80% de locataires, on avait 60% qui étaient issus du parc public. Donc la moyenne, voilà, la tranche d'âge, on en est parlé, et on a rencontré plutôt des couples avec enfants, mais ça vient très certainement de la nature de l'orientation, puisque parmi les médecins prescripteurs, il y avait des pédiatres, pas mal de pédiatres. Ouais, pas très joli mon slide. On a, au niveau des logements, on était plutôt en rural. C'était notre volonté aussi de toute façon que de sortir des centres urbains où il y a déjà pas mal d'actions, même si ce sont pas des actions santé et logement, enfin santé et précarité énergétique. Il y a pas mal d'actions qui sont faites sur les centres urbains. Donc on s'est dit qu'on voulait aussi cibler volontairement les territoires ruraux. Donc ce qui explique d'ailleurs qu'on a eu plus de maisons que d'appartements, puisqu'on sait que plus on s'éloigne des centres urbains, plus les logements sont grands et plus on retrouve des maisons. Des fois ça fait sourire, mais je préfère le noter. 100% des logements étaient équipés d'un système de chauffage digne de ce nom, parce que dans nos visites, ce n'est pas toujours le cas. On rencontre de rares, certes, heureusement, cas où il n'y a pas de système de chauffage, où il y a une simple cheminée pour chauffer en 100 mètres carrés, ce n'est pas suffisant. Étonnamment et contrairement à ce qu'on trouve dans nos visites préca classiques, on avait plutôt du chauffage au gaz naturel. Voilà, beaucoup moins de chauffage électrique que ce qu'on a l'habitude de rencontrer. Et 30% des logements qu'on a visités étaient équipés d'un chauffage d'appoint. Là, je vous ai mis un poêle à pétrole, mais c'était pas toujours un poêle à pétrole. Ça pouvait être de l'électricité, ou du poêle à pétrole, parce qu'on en a quand même eu.
90% du bâti était peu ou pas isolé. Quand on dit pas isolé du tout, bon, ça parle de suffisamment. Et quand on dit peu isolé, c'est qu'il y avait une isolation de toiture, mais qui avait 10, 15, 20, 25 ans, et c'est tout. On met toujours à part les doubles vitrages, car sinon on a l'habitude de s'entendre dire, j'imagine que vous aussi, ah ben, mon logement, je l'ai isolé, j'ai mis du double vitrage. Ça n'est pas suffisant, donc on fait bien le distinguo. Absence de diagnostic de performance énergétique pour 13 ménages quand même, alors qu'ils auraient dû avoir ce document. À noter que ces ménages sont passés soit par des agences, soit en direct. Donc en direct, on peut dire que tout le monde n'a pas eu l'information, et encore que ça fait quand même 10 ans que le DPE existe. Par les agences, c'est un peu plus problématique. D'accord, je vais y arriver. Les constats, c'est que clairement tous les logements ont présenté des problèmes d'humidité. On a eu des situations de moisissure fongique et pardon, fongique c'est pour champignons. Donc on a eu des problèmes de moisissure ou de champignons. On a eu 60% des ménages qui ont déclaré avoir froid dans leur logement. C'est une question qu'on pose toujours. On sait que c'est du ressenti, mais ça nous donne aussi une image de la situation. Ça fait partie de l'usage du logement pour nous. On a rencontré 5 ménages qui étaient en situation de restriction de privation aggravée de chauffage, c'est-à-dire qu'ils faisaient moins de 15 maximum. 2 logements qui ont présenté des problèmes de nuisibles. Et on a pu faire 4 relevés, 4 rôles, des relevés d'observation du logement. 3 en Gironde, 1 en Lot-et-Garonne, sachant qu'on aurait pu et dû en faire sur d'autres situations, mais que au moins 2 des autres ménages n'ont pas souhaité que l'on fasse remonter le problème de mal logement parce qu'ils ont eu peur des conséquences pour eux en tant que locataires. Je vais y arriver, je suis toujours avec ma petite, voilà. Les moisissures, donc tous les logements ont fait l'objet d'analyses et puisque tous les logements ont présenté de l'humidité, toutes ces humidités ont été analysées. Je reviens 30 secondes. Je m'absente, je suis là. Voilà, pardon, excusez-moi pour la petite pause. Dans 13 de ces logements, les souches de moisissure étaient toxiques. Donc je rappelle qu'on a vu 30 situations et presque pour la moitié d'entre elles, les moisissures qui ont été analysées étaient toxiques. Dans 3 de ces logements, il y a eu un relogement qui a été fait dans l'urgence parce qu'on avait notamment une personne qui était atteinte de mucoviscidose et que dans sa chambre, c'était là où il y avait les moisissures les plus toxiques. À ce jour. Donc les dernières visites, elles ont eu lieu en décembre dernier. Donc comme je le disais en introduction, on a des temporalités pour le suivi qui sont quand même à moyen terme. Et donc on n'a pas on va le consolider ce suivi, mais en l'état. On a 7 personnes qui ont été relogées depuis notre visite, donc sur ces 15 derniers mois, et 9 relogements qui sont en cours. Sur les 20 situations où il y avait des préconisations de travaux et que l'on a pu suivre, voilà, pour des raisons que je viens de vous expliquer, 6 logements ont déjà fait l'objet de travaux, dont 3 parmi eux qui vont encore bénéficier de travaux complémentaires. Et sur les autres situations, il y a 10 propriétaires qui sont en démarche travaux. Donc, on les a cités, il y a 6 bailleurs, dont 4 publics, 4 propriétaires occupants. Sachant qu'il y a dans ces situations des procédures de dommage-ouvrage en cours, donc on sait que là, il y a forcément des travaux qui vont être faits quand la procédure sera finalisée. Pour un des propriétaires occupants, il y a un dossier ANA qui est en cours et la plupart des autres sont en cours ils sont en train de faire des devis ou de choisir les devis. Voilà, sachant qu'on les accompagne aussi jusque-là. On avait fait un travail aussi sur le froid, comme toujours, hein, quand on fait une visite, on regarde aussi les appareils domestiques. On a forcément rencontré des appareils vétustes, notamment de froid. On a fait pas mal de préconisations, mais c'est vrai qu'il y a un seul appareil qui a été remplacé. Après, ça s'explique aussi, c'est que la priorité, elle est sur le bâti, parce que c'est le bâti qui impacte la santé du patient, pardon. Donc c'est vrai que tout ce qui est remplacement de froid, voire le comportement, c'est décalé dans le temps. C'est pas l'urgence des gens que l'on va voir. Un ménage sur 2 notamment a fait évoluer son comportement. L'autre partie de ces ménages attend d'être ou relogés ou que les travaux soient faits chez eux pour ensuite modifier leur comportement. Encore une fois, l'enjeu, il est clairement au niveau de l'impact du bâti et non pas, c'est pas directement l'occupant qui influe des fois sur l'état de sa santé.
Ceux qui ont modifié leur comportement, ce sont ceux qui se sont entendus dire qu'il fallait nettoyer la ventilation, qu'il fallait pas boucher la ventilation. Enfin voilà, c'était surtout de la maintenance. Voilà, donc on a en conclusion, j'arrive tranquillement à la fin de ma présentation. Euh, alors voilà, donc les conclusions générales de notre première expérimentation, c'est la confirmation que la visite de la conseillère attendez, oui, c'est que dans tous les cas, l'orientation médecin vers la conseillère était justifiée, que dans tous les cas, il y avait un problème de qualité de l'air et qu'il y avait un problème d'impact sur la santé. Quand il y a eu orientation vers le CREAC, forcément sur ces 30, il y a eu orientation. Systématiquement, on ne s'était pas trompé de cible, on était bien dans des situations de précarité énergétique avec un habitat dégradé la plupart du temps. Les prescripteurs qui n'étaient pas informés au début de notre participation, enfin du dispositif complet, on les a été satisfaits de la complémentarité de nos interventions. C'est un peu paradoxal parce que je dis qu'ils n'étaient pas au courant. En fait, ils n'ont pas été informés dès le début. C'est en fin d'action, vers la fin de l'année dernière, on a envoyé un questionnaire aux prescripteurs, donc aux médecins qui orientaient les situations, pour leur demander, voilà, pour faire une enquête de satisfaction, donc et sur le conseil médical et sur le volet CREAC. Conseil médical, ils connaissent. Le CREAC, ils ne connaissaient pas. Un patient avait fait remonter notre compte rendu à son médecin, qui en a demandé d'autres, du coup. Et les autres médecins ont découvert donc quand on faisait cette intervention bâtie, et du coup, on souhaitait désormais être destinataire de nos comptes rendus. Donc les médecins sont demandeurs des 2 comptes rendus, ce qui d'ailleurs voilà est désormais mis en place. Et pour eux, c'est extrêmement important d'avoir les 2 regards. On s'est rendu compte aussi que d'avoir combiné les 2 approches santé et bâti, ça avait permis un passage à l'action, notamment au niveau des travaux, beaucoup plus rapide que dans les actions que chacun de nos 2 structures pouvait mener séparément. Donc donc là, ça c'est plutôt une belle réussite, une bonne conclusion. Les perspectives, et ben on est en train de redémarrer une 2e phase. On connaît mieux du coup maintenant la façon de travailler de l'autre opérateur. Parce que quand on a démarré, on se connaissait en théorie mais pas en pratique. Du coup, ça permet maintenant d'être encore plus efficace et de pouvoir aller plus loin, de pouvoir avoir une vraie synergie entre nos 2 approches. Voilà, c'est vraiment le plus. Voilà, cette complémentarité, je viens de le dire un petit peu juste avant, notre action semble amener des résultats plus rapides et plus conséquents que quand on travaille vraiment chacun de notre côté. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là tranquillement et peut-être regarder les questions. On m'avait dit une demi-heure, ça fait 29 minutes que je parle. Merci beaucoup Nathalie. Voilà. Donc je vais essayer de synthétiser toutes les questions qu'il y a eu. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, donc je suis Claire Bailly de l'association Solibri, donc je co-anime avec Marie le réseau rappel. Donc merci encore, timing parfait, c'était très clair. Alors je te propose déjà de te poser quelques questions sur le contexte général et des aspects sur la compréhension. C'est facile. Ouais. Donc concernant la contamination fongique, tu l'as dit, hein, c'est une contamination donc due à des champignons. Il y avait une question sur qui c'est qui fait les analyses et est-ce que tu as une idée du coût de ces analyses? Alors, les analyses, elles sont faites en laboratoire, clairement. Donc, j'ai pas le coût là sous les yeux, mais ça fait partie voilà, c'est dans le rapport. Donc, si l'information, voilà, si certains la souhaitent, il n'y a pas de problème. Il suffit, Claire, vous me l'envoyez. Laissez-moi. Donc, c'est la CMI en fait qui fait des prélèvements et qui s'occupe de transmettre à un laboratoire. C'est ça en gros? D'accord. Ok. Oui. De manière. Exactement, ouais. Mais d'ailleurs, et juste pour compléter, au niveau des prélèvements, dans le budget initial, elle n'avait pas prévu de faire autant de prélèvements parce qu'elle n'avait pas prévu de trouver des situations aussi dégradées. Donc l'idée était de faire les prélèvements qui étaient nécessaires pour faire avancer les situations. Donc au-delà, enfin peu importe le problème budgétaire, ça n'a pas été un problème en soi, mais c'est vrai que le budget analyse a été plus élevé que prévu. Parce qu'elle ne s'attendait pas à avoir... de manière plus large, tu as annoncé au début de ta présentation que
en Gironde, il y avait 11% de taux de précarité énergétique. Donc ça sort un peu de la présentation, mais ça intéresse certaines personnes de savoir sur quelle base vous avez sorti ce chiffre. Est-ce qu'il y a eu une étude particulière? Alors, oui, absolument. Ça vient d'une étude qui a été faite en 2014 maintenant par l'ADEME Aquitaine, en Petite Aquitaine, hein, sur une cartographie de la précarité énergétique en Aquitaine, avec les 5 départements de l'époque. Donc elle est disponible, Ok. c'est pareil. Si certaines personnes la souhaitent. Alors plus concrètement sur l'exemple que tu as donné du ménage que vous avez visité, il y avait une question sur le système d'aération. Est-ce c'était un système d'aération avec simple ouverture ou un système mécanique? Oui. Ok. Et il y avait dans tes diapos, tu parlais de relevé d'observation du logement. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est? Est-ce que c'est l'équivalent d'un signalement auprès de l'Agence régionale de santé? Oui. Alors chez nous, on a des pôles habitat indigne, donc c'est effectivement quand voilà, on va à domicile, donc on est à même de faire des relevés d'observation, c'est effectivement des fiches de signalement qu'ensuite nous on envoie au pôle habitat indigne du département en question. Et ensuite, fait un travail de qualification de ce mal logement et ensuite oriente, dans le pôle habitat indigne, on a l'ARS, mais on a aussi la CAF, on a aussi la DDTM, on a d'autres, c'est un regroupement de ces acteurs-là. Donc c'est eux qui qualifient le mal logement et qui orientent vers l'organisme le plus à même de répondre à ce mal logement. C'est en ça que je disais, alors pas sur cette situation, mais sur une autre. Le rôle a été envoyé au pôle habitat indigne. C'est arrivé dans les mains de l'ARS qui a redéclenché une visite pour aller voir sur place ce qu'il en était au regard de tous leurs critères. Et donc, alors justement, en termes d'évaluation, on trouve très intéressant le suivi que vous proposez. Éventuellement, tu donnais dans l'exemple que vous avez pu suivre la personne et l'amélioration de son état de santé suite à son relogement. Donc, est-ce que ce suivi, il se fait de manière systématique? Et pour aller plus loin, est-ce qu'il y a, il est prévu dans votre dispositif un suivi de l'amélioration de l'état de santé de la personne? Oui, alors nous on fait toujours un suivi. Enfin nous c'est vraiment pavillon et créa. Quand on fait le suivi, il est compris dans l'action. Il est hors de question qu'on fasse une action, une visite et après advienne que pourra. Ça fait autant pour le patient qui a besoin de se faire accompagner que pour nous qui avons besoin de savoir si notre action est efficace. On fait ce suivi. Là, en deuxième phase, donc à partir de 2017, on va pouvoir aller plus loin parce que le projet, on l'a déposé à l'appel à projet AG2R La Mondiale qui est sorti en fin d'année dernière. Il a fait partie des 10 projets lauréats. Et là, dans la convention qui vient d'être signée, il a, au-delà du financement, ce qui nous permet de continuer, il y a un volet suivi des patients. Donc, on est en train de voir comment on peut mettre en place un suivi même à 3 ans par une structure tierce. Ce sera ni le pavillon ni nous qui la ferions, bien évidemment. Ça a plus de sens pour évaluer effectivement l'impact sur la médicamentation, l'impact sur l'état général de la santé. On serait vraiment sur. On est vraiment en train de mettre ça en place. C'est extrêmement intéressant et enrichissant. Il me tarde. Ouais. On espère. Et du coup, pour finir là-dessus, sur la visite que vous faites, est-ce qu'il y a des outils entre guillemets pédagogiques que vous remettez, type un carnet d'utilisation et d'entretien de la ventilation, des choses comme ça? Alors oui et non, on n'a pas de documents. Alors on laisse des documents. Sur le volet santé, elle a toute une batterie de documents qu'elle laisse en fonction de la situation, en fonction des informations qui sont à laisser. Nous aussi, on a une documentation qu'on laisse en fonction des besoins. Après, on n'a pas un guide tout fait qui soit parfaitement adapté à chaque situation. Donc, on préfère, par contre, on prend le temps de discuter sur l'usage avec les occupants. On prend le temps dans notre compte rendu aussi de leur rappeler les gestes qu'ils ont à faire, enfin pas les gestes, mais quel est l'entretien. Quand c'est pas fait,
on reprend les informations indispensables dans le compte rendu. Elles leur ont déjà été dites lors de la visite, pendant l'échange, elles sont écrites à nouveau, mais c'est pas un document cadre qui est laissé à toutes les familles. Parce que dans un document, il y a trop d'informations et qu'elles soient intéressantes ou pas, adaptées ou pas adaptées. Mais là, on préfère cibler les informations, on préfère en laisser 3, mais les 3 plus importantes pour qu'elles soient que les ménages puissent se l'approprier et réagir parce qu'ils sont concernés par ces préconisations-là. Je sais pas si j'étais claire au final. Mais voilà, on est vraiment sur on n'a pas de document, on n'a pas de boîte à outils qui soit valable pour toutes les situations. Donc du coup, on adapte chaque compte rendu. Est-ce que justement, alors plus d'un point de vue technique, il y avait 2 questions. Il y a à la fois une première question sur vos compétences, vous au CREAC, puisque vous allez loin dans les préconisations de travaux. Est-ce que en interne vous avez des compétences ou des formations particulières sur ces aspects techniques? Et d'autre part, concernant les causes des moisissures, est-ce que vous avez du coup des formations spécifiques ou les moyens d'identifier d'où elles proviennent clairement? Est-ce que c'est des remontées capillaires? Est-ce que c'est dû juste au renouvellement d'air? Est-ce que vous avez des moyens d'analyser ça aussi et du coup d'orienter vos préconisations? Alors, on touche à nos limites. C'est-à-dire que pour les compétences du CREAC, on a des compétences, on a ici des ingénieurs thermiciens, on a de l'expérience au niveau des SLIM, donc de visite à domicile. Voilà, donc on capitalise et de la formation et de l'expérience sur le terrain. Après, on s'est rendu compte que ça suffisait pas et c'est une des limites qu'on a identifiées. C'est-à-dire qu'on n'est pas expert bâti, on n'est pas expert assurance, on n'est pas on n'est pas expert structure on est nous énergéticiens. Donc ça fait partie des pistes de réflexion aussi qui sont menées pour 2017, à savoir comment s'entourer de professionnels qui pourraient faire le relais quand nos compétences s'arrêtent. On ne pourra jamais avoir toutes les compétences et c'est pas l'objet premier de notre structure de toute façon. Donc c'est comment passer le relais. Bien sûr que jusque-là, quand on a eu des problèmes de bâti, on a pensé tout de suite assurance, expert assurance, etc. Donc ça, c'est des relais qu'on a fait, mais j'aimerais faire rentrer dans l'équipe ou dans l'équipe mobilisable de partenaires, j'aimerais faire rentrer quelqu'un dont la compétence va plus loin que la nôtre, ça c'est sûr. Au niveau des moisissures, ça c'est une compétence du pavillon de la mutualité. Elle, en fonction des moisissures, pas à chaque fois, mais sur certaines moisissures, elle peut dire d'où vient ce type de moisissure ou de champignons, etc. Il faudrait lui poser la question à savoir est-ce que c'est faisable sur tous les types de moisissures. J'ai plus le chiffre en tête, mais il y a un nombre incalculable de moisissures qui existent et que l'on peut trouver dans les logements. Donc, je ne suis pas sûre que l'on puisse comme ça avoir la connaissance de toutes les origines. Mais je poserai la question à Virginie pour savoir, elle, où sont ces liens. Alors justement, en termes de partenariat, il y avait une question là-dessus, si tu peux un peu décrire le lien que vous avez entre le CREAC et la CMEI. J'imagine qu'il y a justement des échanges qui vous amènent à monter en compétence. Comment ce lien en fait se concrétise? Comment vous discutez entre vous? Alors c'est très concret, on se voit beaucoup plus souvent pareil qu'on ne le pensait au début. Les échanges ils sont téléphoniques ou c'est des réunions. Géographiquement nos bureaux ne sont pas très très loin, donc ça facilite vraiment les échanges. Et sur chaque situation, on échange. On est obligé d'échanger. On n'avait pas prévu ce temps-là au début dans ce qu'on avait imaginé. On pensait que ça y est, chacun était dans chacun était dans sa mission, mais au final, on s'est rendu compte qu'il fallait pas mal de passerelles. Nous, on sera jamais un spécialiste de la santé, mais il fallait quand même que l'on connaisse bien le métier de la conseillère, tout comme il fallait qu'elle connaisse notre métier. Les visites à domicile, on fait pas les mêmes, donc connaître, aller en visite à domicile avec l'autre pour un observateur, pour savoir déjà pour ne pas être redondant, mais pour être bien complémentaire, pour prendre le relais sur certaines informations que la conseillère qui voit les ménages en premier peut faire. Voilà. Donc c'est vraiment un travail, je dirais pas main dans la main, hein, parce qu'on n'a pas le temps, faut pas exagérer non plus, mais un rapprochement des deux structures et une confiance de travail entre les personnes. La conseillère, c'est une personne pour le pavillon en mutualité. Nous au CREAC, ça a été
on en a tous un petit peu fait, mais principalement c'est un chargé de visite qui a été sur ce projet-là. Donc tous les deux, ils ont la connaissance de toutes les situations et du coup, les informations, elles échangent, elles passent, elles s'échangent. Voilà. Je sais pas si ça répond à la question, mais c'est pas formalisé, c'est pas structuré, rigide. C'est autant, voilà, on s'appelle autant de fois qu'il y a, on se rencontre autant de fois qu'il y a besoin. Il y avait aussi des questions concernant le lien entre les CMEI et le secteur médical. Tu disais que autant les médecins ne vous connaissaient pas, autant ils connaissent les CMEI. Et donc justement, est-ce que tu as des éléments là-dessus? Comment les CMEI ont réussi à créer ce lien avec les médecins, à les sensibiliser, à se faire connaître? Voilà, est-ce que tu as des éléments là-dessus? Alors, oui, quelques-uns. Le conseil médical en environnement intérieur, il existe sans le CREAC. Il existait avant le CREAC. Et pour le faire vivre, depuis 2013 qu'il existe sur notre territoire, eh ben, la conseillère, le pavillon mutualité, est allée à la rencontre des médecins du territoire. Donc voilà, elle a pris son bâton de pèlerin, elle s'est fait connaître, parce qu'il existe des CMEI pas sur tout le territoire, mais il en existe quand même plusieurs en activité en France, mais tous n'ont pas forcément les mêmes missions. La plupart des conseillers médicaux sont plutôt rattachés à des hôpitaux, de ce que m'a dit la personne du pavillon de la mutualité. Elle fait partie des quelques-uns qui ont comme ça la possibilité d'aller à domicile à la demande de plusieurs médecins, tous les médecins qui le souhaitent. Donc pour que ça fonctionne, eh bien, elle se fait connaître. Le bouche à oreille fonctionne très bien. En général, quand un médecin fait appel à elle une ou deux fois, il y revient, il a bien compris que c'était enrichissant pour lui, donc il n'hésite pas à faire appel à elle. Et aujourd'hui, elle n'a plus besoin de démarcher, même si le terme n'est pas joli, les médecins, parce que l'annuaire qu'elle a suffit à lui faire, voilà, à remplir son agenda. Et aujourd'hui, elle a même du retard pour aller faire les visites. Il y a plus de demandes aujourd'hui, il y a plus d'orientation des médecins vers son service qu'elle n'est à même de le faire. Alors après, il y avait énormément de questions sur la médiation et donc ce travail que vous réalisez. Donc j'invite en tout cas les participants à vous référer aussi au guide sur les dispositifs qu'a réalisé le réseau Rappel, où il y a aussi expliqué un petit peu ce que c'est un travail de médiation et comment ça se passe de manière chronologique et tous les éléments à prendre en compte. En tout cas, déjà il y avait des questions sur comment vous vous assurez, enfin comment se déroule le dialogue entre le locataire, le bailleur, le CREAC et la CMEI. Quels sont un peu les moyens d'incitation pour réaliser des travaux vis-à-vis du propriétaire? Qui c'est qui accompagne une opération de relogement? Et de manière plus large, est-ce que s'il s'agit de bailleurs sociaux, est-ce qu'il est envisagé éventuellement de les associer au comité de pilotage ou de travailler avec eux de manière plus large pour les sensibiliser à cette question du lien entre l'état de santé des occupants et la rénovation énergétique? Alors, faudra que tu me reprécises les questions parce que je vais les oublier au fur et à mesure. Donc là, la première, c'était le dialogue que vous avez entre locataires, bailleurs, CREAC et CMEI. Alors la CMEI n'a finalement pas eu de contact avec les bailleurs, comme nous on n'en a pas eu avec les médecins. Voilà, c'est ensuite on se retrouve dans des cas classiques de visite à domicile. C'est-à-dire que ça tout dépend du locataire. On a des locataires qui ne veulent pas que l'on fasse remonter quoi que ce soit au propriétaire bailleur, qu'il soit privé ou public. On a eu ces situations-là. Là, on est un peu bloqué, on est un peu obligé de s'arrêter. On s'assure que la situation est vraiment bloquée avec le locataire. Et si on voit qu'on n'a pas le droit de remonter au propriétaire bailleur, on n'y remontera pas. On ne remontera jamais au bailleur sans l'accord du locataire. Quand on a l'accord du locataire, souvent il nous dit souvent, attendez que je sois relogé et après vous pourrez faire une médiation, vous pourrez faire remonter les informations auprès du bailleur. Donc on n'a pas eu directement, ou alors quand ils restent dans le logement et qu'ils font remonter au bailleur, souvent ils préfèrent le faire eux-mêmes. Des fois en leur donnant notre compte rendu, sachant que nous on leur dit toujours, on peut faire ce travail pour vous par le biais d'un courrier qui ne reprendra pas tous les éléments de notre compte rendu parce que celui-là il vous concerne, il y a des informations qui n'ont pas besoin d'être remises à votre propriétaire bailleur.
Donc encore une fois, on a une disparité de situation. Le locataire qui dit bah non, moi je m'entends bien avec mon propriétaire bailleur, je vais le faire moi-même, etc. Donc il fait sa propre médiation en fait. Quand nous on peut la faire, c'est en premier lieu par la base d'un courrier et ensuite on rappelle le propriétaire, savoir s'il a bien reçu le courrier, quelle suite il donne, etc. Et c'est ce que je disais tout à l'heure dans les conclusions. Sur nos visites classiques, ben ça, on rame sur les propriétaires bailleurs. Là, je dis pas que ça a été exemplaire loin de là, hein, mais le fait qu'il y ait un avis médical, qu'il y ait des analyses qui viennent étayer l'impact sur la santé, on s'est rendu compte que nos préconisations étaient suivies grâce à l'argumentation apportée par la conseillère. Voilà, donc la médiation, elle s'est faite assez facilement. Je le redis, hein, il y a un propriétaire bailleur sur les 20 situations qui a dit « moi, je fais rien ». Voilà, mais c'est 1 sur 20 situations. Les autres, parmi eux, il y avait 4 propriétaires occupants, donc ceux-là, ils sont leurs propres... voilà, on parle pas d'eux, on parle des locataires. Ça veut dire que chez les autres, il y a eu des travaux, parfois pas suffisants, mais que dans toutes les autres situations, il y a une démarche travaux, donc soit des travaux de réaliser, soit une démarche travaux qui est en cours. Voilà, donc c'est quand même... Un fort argument, en tout cas. Voilà, c'est quand même... du coup, et du coup, vos moyens d'incitation aux travaux pour les propriétaires, enfin, l'argument santé, c'est ce que tu dis, c'est que ça permet d'être un levier par rapport à d'autres visites que vous faites où il n'y a pas cette intervention-là. J'imagine que l'impact auprès du propriétaire est peut-être plus incitatif. Oui. Oui, parce qu'après, on n'a pas de bâton, on n'a pas de carottes. Les carottes, on les a, si, c'est des aides financières, c'est l'argument classique qu'on peut avoir, mais la différence notable, c'est l'argument santé. Et du coup, s'il y a relogement, donc là, c'est plus sur la procédure, qui c'est qui va accompagner ce relogement Alors là, on fait le lien avec souvent la situation. Le ménage est dans ces cas-là bien souvent suivi par un travailleur social. Dans ces cas-là, on s'appuie sur ce travailleur social. Quand il ne l'est pas, eh ben, ça veut dire que très souvent, c'est parce que l'occupant a fait lui-même ses démarches de remplir les dossiers de demande. Et donc, il complète ces dossiers de demande de relogement, bien souvent auprès des services sociaux, pas des services sociaux, bien souvent auprès des bailleurs sociaux. Très souvent, il prend le compte rendu de la CMEI et il va remettre le compte rendu, il va compléter son dossier de demande il va compléter son dossier de demande de relogement avec le compte rendu de la conseillère. Voilà, voilà, donc ils sont assez autonomes, hein, les personnes qu'on a pu rencontrer, elles veulent changer de logement pour la plupart, donc on vient appuyer leur démarche. Donc voilà, donc soit s'il y a besoin d'un intermédiaire, ce sera un travailleur social. Il n'existe pas, sinon c'est nous qui orientons vers la MDSI ou vers les CCS ou vers voilà d'autres structures. Mais bien souvent. Et du coup, dans les logements que vous avez visités, est-ce que certains d'entre eux entraient dans la catégorie logement insalubre? Oui, mais pas tant que ça. Oui, parce que oui, mais on n'a pas eu. Alors, faudrait que mon collègue soit là, mais il est absent ce matin. Quand il y a eu des rôles, donc les relevés d'observation, c'est qu'il y avait de quoi les faire. Mais là, sur cette phase-là, non, on n'est pas allé jusqu'à, on n'a pas eu de qualification d'insalubrité par les pôles habitat indigne. Voilà. Donc il y avait de l'insalubrité pour nous, mais elle était, voilà, elle permettait pas quand même d'aller jusqu'à qualifier le logement d'insalubre par le pôle. Voilà. Je regarde les autres questions. Il y avait Franck qui demandait est-ce que vous estimez les situations de précarité énergétique dans toutes les visites des CMEI? Est-ce que vous pourriez généraliser en gros cette partie-là? On aimerait. Alors, on aimerait. Alors, ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que la conseillère, elle n'a pas pour vocation à savoir qui elle va voir. Dans le sens où, quand on lui a demandé de repérer la précarité énergétique, il a fallu qu'elle rajoute des indicateurs pour savoir si elle était face à de la précarité énergétique, ce qui veut dire, parce que moi, ça m'intéressait de savoir dans le tout venant,
Ça, sur l'ensemble des visites, je ne sais pas si je réponds, mais sur l'ensemble des visites que fait la conseillère ou que faisait la conseillère avant de nous connaître, moi, ça m'intéressait qu'on prenne le temps d'analyser qui était déjà en précarité énergétique, que représentait la part des ménages en précarité énergétique sur son volume de visites. On s'est rendu compte que c'était un peu délicat à faire parce qu'elle n'avait pas les bons indicateurs, elle n'avait pas de critères qui relevaient de la précarité énergétique jusque-là. Le seul que l'on avait, c'était les personnes qui relevaient de la CMU, de la CMU-C, etc. Donc, ce n'est pas toujours suffisant parce qu'on sait bien que la précarité ne concerne pas que ces gens-là, c'est un peu plus large. Néanmoins, on s'est rendu compte il a fallu qu'elle nous fasse des alertes, donc du coup, à partir du moment où elle a eu les indicateurs en tête, on s'est rendu compte que finalement, elle n'orientait pas tant de ménages vers nous. Donc, on s'est posé la question, allons-nous arriver à la fin de à atteindre nos objectifs? En l'occurrence, oui, il n'y a pas de problème et même ça continue. Mais on s'est rendu compte surtout que ça montrait, l'hypothèse qu'on a émise, c'est que ça montrait aussi que les personnes en précarité énergétique sont quand même avec des revenus assez faibles. On sait bien qu'il y a restriction sur pas mal de budgets ou priorisation de certains des budgets. Et on sait que le budget santé n'est pas le premier des budgets des dépenses. Donc on s'est dit, c'est aussi ce qu'on retrouve. On a quand même des ménages en précarité énergétique qui vont moins souvent chez le médecin que les autres ménages. Ça s'est montré par certaines études. Et en plus, c'est aggravé par le fait que une grande partie des prescripteurs sont des médecins spécialisés. Qui dit médecin spécialisé dit aussi un coût de la consultation plus élevé. Donc de fait, c'est assez logique pour nous, pour une histoire de revenus, de moyens financiers, qu'au final, la conseillère, les visites qu'elle est amenée à faire, on retrouve statistiquement moins de situations de précarité énergétique que dans au quotidien, quoi. Voilà, qu'au national, voilà, le filtre. Je passe par un médecin qui soit généraliste et surtout allergologue ou pneumologue ou spécialiste. Attends, j'ai mon téléphone qui sonne. Voilà, voilà, c'est un frein justement à les personnes en précarité énergétique ne vont pas très souvent chez les allergologues et du coup, dans cette ou idée de... autres spécialistes. Donc je sais pas, Franck, ça j'en suis pas sûre, mais nous, justement dans cette idée d'élargissement, il y avait une question là-dessus, c'est est-ce que vous avez une idée de l'état des maisons voisines que vous visitez, parce qu'on peut se dire que peut-être que sur des ensembles de logements, on va peut-être avoir des situations similaires à la porte à côté, et voilà, est-ce qu'il n'y a pas une idée comme ça de pouvoir élargir à l'échelle d'un ensemble de logements? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Alors on l'a fait quand on a eu, alors on l'a fait à deux niveaux. On l'a fait à un niveau. Quand on a vu qu'il y avait des problèmes de structure de bâti et qu'on était effectivement dans une résidence ou un lotissement, on a interrogé les locataires, le locataire en question ou le propriétaire et ses voisins, savoir si chez les voisins il y avait les mêmes problématiques, etc. Et quand on s'est rendu compte dans deux situations que c'était le cas, ça a été un argument de plus quand il a fallu remonter auprès du propriétaire bailleur. Je crois que c'est le hasard, hein, mais ça reprenait les deux situations où il y avait une procédure de dommage ouvrage. Donc le propriétaire, le bailleur en question, en l'occurrence c'était un bailleur à chaque fois, était parfaitement au courant puisqu'il y avait une procédure en cours. Donc, mais pour répondre à la question, c'est oui, on se pose aussi cette question-là. Voilà, donc forcément, s'il y a une problématique qui n'est pas due à l'usage du logement dans un logement, et bien forcément cette problématique, il y a de fortes chances ou de forts risques qu'elle se reproduise dans les logements à côté. Oui. Nous, on est là pour intervenir auprès du ménage qui, au départ, a été orienté par le médecin. Néanmoins, ça ne nous empêche pas de donner de l'information, de faire circuler l'information au logement d'à côté. Mais on ne fera pas la visite, c'est pas l'objet de l'action en elle-même, mais pour autant, voilà. D'accord. Et en termes de partenariat, justement, est-ce que vous êtes en lien avec des projets des porteurs de projets d'autoréhabilitation accompagnés, parce qu'on peut se dire aussi que pour limiter les coûts de la rénovation, ça peut être un partenaire intéressant. Alors on y a pensé, là ça s'est pas trouvé, mais c'est juste parce que parce qu'on n'a pas eu de situation qui s'y sont prêtées. Mais ça fait partie des solutions que l'on peut être amené à proposer. On l'a déjà fait auprès de d'autres actions, dans le cadre d'autres actions. Donc voilà,
pas sur cette phase-là de manière opérationnelle, mais on sait que ça existe et on sait que c'est une des orientations Ok. possibles et une des Et solutions dernière qu'on peut y question, adapter pour est-ce que très tu bien. peux dire qui c'est qui finance les visites des CMEI proposées par les médecins? Alors, il y a deux cadres. Le cadre de l'action, c'est les financeurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, Fondation Abbé Pierre, Adiam Aquitaine, CARSAT et Dreal. Et en année 2, pour l'instant, on est financé et pas du tout complètement. On est en train de trouver, voilà, de chercher d'autres financeurs pour compléter. Aujourd'hui, on a la Fondation Abbé Pierre qui nous soutient à nouveau et AG2R, la mondiale, donc dans le cadre de l'appel à projet. On est en contact avec l'ARS, qu'on avait rencontré dès la première année et qui a souhaité, qui n'a pas souhaité financer la première année, mais qui a souhaité quand même qu'on aille les rencontrer pour leur présenter le bilan cette première année et qui voilà et qui est intéressé par l'action, qui apparemment serait même, enfin, voilà, on les a vus au comité de bilan, enfin ils étaient là au bilan, donc la question se posait aussi, est-ce que c'est une action qui est reproductible et qui est que l'on peut déployer sur d'autres territoires et à quelle échelle peut-on la déployer? Donc voilà, on sent bien qu'il y a un intérêt à cette action de la part de l'ARS. Le reste du temps, la CMEI, ces visites classiques, on va dire, sont financées par l'ARS et la D'accord. DREAL, me semble-t-il. Mais il me C'est plutôt semblait les que oui, ARS et DREAL. les Voilà. prestations des CMEI pouvaient être, est-ce qu'elles peuvent pas être prises en charge par la sécurité sociale ou il y avait pas un financement? Ah, ce serait bien, ce serait légitime et c'est en ça qu'il faut absolument avoir une idée d'un coût évité pour la sécurité sociale parce que ce serait un argument. Si on arrive à montrer qu'il vaut mieux financer de la prévention que du curatif, je pense que ça pourra intéresser la sécurité sociale et on pourra arriver à un financement. La CME, enfin le pavillon de mutualité, milite depuis très longtemps pour cette solution-là parce que c'est de la prévention, parce que ça relève de la santé publique, parce que voilà, pour plein D'accord. d'arguments. Sauf qu'à ce Je jour, vais la laisser sécurité Marie sociale ne finance pas du tout cette action. terminer les dernières Ouais, questions et puis conclure. Il je vais reste faire quelques voiture minutes. balai les Merci. questions un peu qui sont restées sans Marie? réponse. Il y avait une question sur l'articulation entre votre intervention et celle des CMU. Est-ce que les ménages sont pas trop perdus dans les interlocuteurs? Est-ce qu'ils comprennent facilement voilà, la distinction qui relève de quoi? Visiblement, oui, on s'est posé la question, effectivement, on s'est dit, oh là là, ça leur fait deux intervenants. Mais visiblement, notre conseillère est très pédagogue, très claire dans sa présentation du service qu'on peut D'accord. amener en Il y avait complément. une question, Parce que on n'a pas eu une de question sur les quiproquo, on n'a pas partenariats eu de, voilà, les éventuels avec le personnes étaient conseil départemental. Est-ce que vous travaillez bien au avec eux clair ou est-ce qu'il y a avec des le pourquoi relations, on venait notamment chez avec les elles. services sociaux? Donc, merci Virginie. Alors, les services sociaux en tant que tels, ces fameuses MDSI que j'ai citées très vite tout à l'heure, pour les maisons départementales de la solidarité et de l'insertion, ça ne s'appelle pas comme ça dans tous les départements. Donc on a au même titre que quand on a besoin, alors les travailleurs sociaux du département peuvent être déjà en lien avec le ménage chez qui on va. Dans ces cas-là, bien évidemment, on fait le relais avec ce travailleur social. S'il n'est pas issu du département, on fait le relais de toute façon avec le travailleur social qui accompagne la situation. Si on a besoin d'orienter vers un travailleur social parce qu'il y en a besoin et que ce n'est pas encore le cas, on orientera selon la typologie du territoire. Des fois, entre la CAF, le CCAS et le département, chacun a son profil, son type de famille, son type de ménage. Donc voilà, on oriente vers le travailleur social qui est en capacité d'accompagner l'occupant. Plus généralement, au niveau département, au niveau orientation du département, ils sont informés de cette action, ils sont au courant de cette action. Pour l'instant, ils l'ont pas financée, mais c'est pas un mais, hein, c'est en parallèle. Enfin, ils sont engagés par ailleurs eux sur un slim. Donc voilà, donc pour eux, la CMEI ou tous les professionnels du secteur santé sont des donneurs d'alerte potentiels vers le slim qu'ils sont en train d'expérimenter et de mettre en place sur une partie de leur territoire et qu'ils espèrent déployer l'année prochaine sur tout le département hors Bordeaux Métropole, puisqu'encore une fois, voilà, enfin, c'est pas encore une fois, mais le département souhaite travailler sur les communes qui sont moins pourvues en service, notamment en service de lutte contre la précarité énergétique.
Donc aujourd'hui, il n'y a pas une passerelle officielle, mais de fait, parce qu'il y a des actions assez similaires qui se mettent en place, il y a des interactions qui vont pouvoir se faire. Je suis pas très claire, mais les deux actions sont pas. Voilà, quand on a la question se pose pour nous. Hein, quand aujourd'hui on a une alerte une alerte santé sur le bout de territoire du département qui est aussi en SLIM, sachant qu'on est l'opérateur SLIM dans les deux cas, on ne sait pas du coup laquelle des actions il faut que nous on comptabilise la visite. Peu importe. Donc ça c'est un autre sauce interne. Le tout c'est que la visite soit faite. Donc pas de lien direct, genre le département participe En tout cas, financièrement ou ils connaissent opérationnellement l'existence de l'action. à l'action quand le logement rend malade, mais une passerelle très certainement de cette action-là vers le SLIM départemental qui se met en place. Alors une question, on revient sur une question un peu Ah, mais il faut technique. dire que j'en parle Il y souvent, a la donc VMC dans les dès que logements. je peux, j'en parle, donc ils Elle peuvent est pas ne présente, pas mais être au est-ce qu'elle courant. fonctionne, alors sur le cas que tu as présenté, est-ce qu'elle fonctionnait correctement, convenablement, et globalement, en fait, est-ce que la majorité des logements sont Ouais. équipés d'un système de renouvellement d'air suffisant? C'est pour savoir si jamais, même si jamais il n'y a pas d'insalubrité, c'est pas quelque chose qui est systématique quand il y a la présence de moisissures, quoi. On a tous les cas de figure. Ouais. On a tous les cas de figure, mais dans tous les cas, il y a au moins, enfin, il y a une préconisation qui touche le renouvellement d'air. Soit pour l'améliorer, soit pour la maintenance, voilà, soit sur l'usage, soit sur l'équipement. Mais on a une telle diversité de situations que je peux pas répondre plus précisément parce qu'il n'y a D'accord. pas de cas de Et puis figure enfin, plutôt qui une sort du dernière lot question par sont rapport à d'autres plutôt cas de un figure. peu On a d'ordre vraiment juridique. tout est possible. Tout a Est-ce été qu'il y a une possible, tout référence a été vu. juridique sur le fait qu'un propriétaire bailleur soit informé qu'il y a un problème sanitaire dans son logement euh, et que du coup il devient responsable juridiquement de cette situation-là? Et donc ça va avec la deuxième question qui est en fait les logements qui sont devenus vacants parce que vous avez relogé les occupants, est-ce qu'ils peuvent être occupés de nouveau avant qu'il y ait des travaux qui aient fait en fait? Est-ce qu'il y a des choses sur la responsabilité des bailleurs quand il y a un diagnostic qui a été fait? Non, non. D'abord, on n'est pas des juristes, donc on n'est pas allé jusque-là. Du coup, ces questions sont très intéressantes. On va les creuser. Nous, le rôle qu'on a, il est informatif. Et quand on fait remonter un rôle et que le pôle département s'en empare, c'est lui, par contre, qui lance les procédures. Lui, par contre, il a tout le volet juridique à sa disposition. Donc, nous, c'est vrai qu'on n'est pas allé très loin sur le côté juridique. On a plutôt, de toute façon, envie de faire de l'informatif et de l'incitatif et d'amener le bailleur à aller vers nous, enfin pas aller vers nous, mais à être acteur et non pas réacteur voilà, enfin, on pense que c'est mieux si le bailleur est d'accord pour faire les travaux que plutôt directement lui dire c'est vous devez. Donc voilà, notre première approche de toute façon, c'est en ça qu'elle est informative, c'est il se passe ça, vous pouvez faire ça, et en plus, le cas éventuellement, vous pouvez être aidé de telle manière. Donc ça, c'est la première approche qu'on aura toujours. Et c'est vrai qu'on s'est arrêté là, on n'est pas allé plus loin sur le maintenant où vous devriez ou vous êtes obligé de. On sait que quand il y a eu des rôles, le pôle de toute façon a pris le relais quand il y a eu matière à prendre le relais. Voilà, donc je suis sur un entre-deux. Pour la question du relogement, nous on peut pas obliger un propriétaire à faire des travaux avant qu'il ne soit relogé, mais dans la majorité des cas, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu, voilà, c'est en ça que je disais que on a été très agréablement surpris de voir que les propriétaires s'emparaient des préconisations et regardaient dans quelle mesure et sur quel tempo ils pouvaient faire tout ou partie des travaux. Donc, dans la plupart des logements qui ont été quittés par leurs occupants, Après, c'est vrai des travaux ont été faits avant l'arrivée du prochain. Voilà, parce que c'est plus facile aussi pour un bailleur de faire non, des non, c'est travaux bien, vas-y. quand le logement est vide. De l'indécence, je pense qu'on a eu, c'est un peu le souci qu'on a eu. Oui, pardon, je te laisse faire. Je suis en train de répondre à une question, mais je te laisse faire plutôt mal. C'est un peu la limite et c'est en ça qu'il faut qu'on travaille mieux avec l'ARS et le pôle plus largement, les pôles plus largement. C'est que quand on a fait remonter des rôles, on n'a pas toujours eu
le retour que l'on souhaitait. On n'a pas toujours été informé des suites et de la nature de la qualification du logement. Donc ça fait partie aussi des pistes d'amélioration. Voilà. Donc on doit s'améliorer là-dessus. On est allé à la pêche aux informations, on a rappelé le service hygiène quand c'était une mairie qui était concernée, qu'il y avait un service hygiène. Voilà, mais quand nous on envoie un rôle à un pôle départemental, en réalité on ne sait pas dans les mains de qui il intervient. Donc après c'est un peu flou pour nous. Donc c'est quand même Ok. la Et donc, du partie, coup, on la a eu dernière quelques question, parce qu'après, on en informations. prendra plus, Je mais les on va plus ai, déborder. voilà, mais C'est, est-ce c'est que vous pas, avez voilà, réussi à là-dessus, il faut quantifier qu'on le temps passé consolide sur cette action? notre relais avec les acteurs du mal logement. Par ménage, si vous y arrivez. Alors chacune des structures a sa compta analytique, donc oui, on a dû, oui, pareil, si c'est une information, je peux la trouver. Oui, c'est pas qu'on a réussi, c'est que de toute D'accord. Mais façon, là, par ménage, voilà, on a des présentement, justifications tu à saurais pas donner, qu'elles soient forcément en temps ou en donner une budget. estimation Donc, moyenne, même si c'est ça des veut rien dire informations qui existent au sein de chacune des deux précisément. structures. Donc, voilà, si on souhaite. Non, c'est compliqué parce que non, on est comme sur une visite slim, quoi. Donc on va être à la louche hein, autour d'une journée de travail, un peu plus quand même avec le suivi. Voilà, c'est après voilà quand on va, nous on est sur Bordeaux, donc quand on va à Sarlat, qui a déjà presque une journée d'aller-retour de trajet, D'accord. c'est pas pareil que quand on va à côté. Donc c'est dur de faire une moyenne. Ok. On va dire entre un jour et demi, y compris le temps enfin tout compris par situation. Ça c'est le temps créac. Ça c'est le temps créac. Donc, il faut rajouter Ok. le temps de CMEI Il me sur reste lequel qu'une j'ai pas de dernière question de moi. visibilité. Donc, c'est en ça que Tu s'il faut parlais creuser la aussi, question, il n'y a Lara, aucun de problème. l'indicateurs de la précarité Voilà, il faut me énergétique que vous aviez l'envoyer et défini spécialement pour je, les je CMEI. précise ma Est-ce que c'est réponse. des choses que vous pouvez partager aussi ou pas? Euh, oui, pour qu'elles puissent repérer dans, voilà, ce qui relève de la précarité énergétique dans les logements. Des indicateurs qu'on a mis en place D'accord. spécifiquement pour elles, c'est ça? Alors, c'est pas, oui, alors c'est très léger, hein. Il y a rien de secret, hein. Ce sont ceux que je citais tout à l'heure. Elle, le premier critère ou le seul qu'elle a, c'était est-ce que les gens relèvent de la enfin voilà, de la CMU, etc. Nous, on s'est posé la question, est-ce qu'on lui fait, enfin avec elle, hein, est-ce que elle Ouais. va déjà, dès sa première visite, demander le revenu des ménages? Bon, on s'est dit non, on n'a pas envie d'avoir un chiffre. Donc, c'est en ça qu'on a mis un faisceau d'indicateurs. Je crois qu'il n'y en a que trois ou quatre. Donc ultra simple. L'idée c'est vraiment de pas alourdir sa visite qui dure déjà au moins 1 heure et demie et de pas lui faire demander des informations qu'elle ne comprend pas ou pour lesquelles elle n'appréhende pas l'intérêt de l'information. Donc on est resté D'accord. sur des choses qu'elle pouvait s'approprier hyper facilement et qui ne venaient pas alourdir son temps de travail. Donc on est resté sur des indicateurs très 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 simples. Donc si absent, c'est pareil. Voilà, il y avait l'histoire des revenus, mais sans que ce soit un montant. C'est est-ce que voilà la Ok. présence de poêle à pétrole, si elle entend le terme froid, si elle entend le terme Tout à difficulté fait. de facture ou facture importante, voilà, c'était des Je crois indicateurs qu'on a oraux et fait le tour visuels de en fait toutes les qu'on a mis en place. questions et c'était très intéressant. Il y a eu beaucoup de Ça questions. répond à ta question, Fort Marie. intérêt sans doute pour cette action. Euh, Ben, on reviendra de toute manière vers toi pour avoir donc le coût d'une analyse de prélèvement et puis effectivement, si jamais il y a des détails sur Il le en temps de travail reste, affecté à l'action, faut pas on hésiter. peut J'ai pas la partager réponse à aussi. Je pense que tout. pour monter des Voilà. actions similaires, ça peut être intéressant d'avoir des éléments dans ce sens-là. Voilà. Et ben, merci à toi. C'était très intéressant. T'étais figé un peu là Il y a sur pas de problème. l'écran à la fin, mais Il y a c'était pas de bien aussi. problème. Moi, je vous remercie Et tout le donc, monde aussi. Tout le monde a été très sage. je vous rappelle que ce sera mis en ligne, donc vous pourrez faire circuler ou revisionner Ah oui, l'intervention de c'est vrai. Nathalie allègrement. Par ailleurs, n'oubliez pas aussi que si jamais vous avez des envies particulières de retour d'expérience ou de sujets traités via les webinaires, vous pouvez nous faire des commandes à Claire et moi. Entre guillemets, on essaiera de trouver des intervenants ou des actions intéressantes pour des témoignages. Et puis si jamais vous-même vous avez un projet intéressant que vous avez envie de partager avec les membres du réseau Rappel, n'hésitez pas aussi à nous contacter pour prévoir
une petite présentation webinaire. Merci à tous, bon appétit, et puis bonne fin de semaine. Au revoir.